Donc nous voilà tous réunis. Donc l'assurance maladie, excusez-moi, j'avais pas mon papier sous les yeux. C'est... Ah là 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 là, je suis méchant. C'est ça, oui, non, il faut... Donc merci d'être sur cette table ronde. Donc je pense que voilà, dans la journée, on a eu des retours d'expériences nationaux, régionaux. On voit que finalement, on a à peu près tous la même pratique, les mêmes problématiques et les mêmes orientations. Donc ce qui est quand même encourageant, c'est que finalement, on travaille de la même façon et qu'on a tous identifié les mêmes points, les mêmes leviers et puis les mêmes problèmes. Alors, sur les points, les leviers, je pense qu'effectivement, c'est le passé, c'est l'après-midi. Et là, l'idée, c'est de discuter des problèmes qu'on rencontre, et notamment, on en a identifié deux qui ont été identifiés. C'est la valorisation de l'implication des pharmaciens dans les parcours de soins, comment on va pouvoir s'y prendre, avec tous les enjeux qu'on a pu montrer, qui c'était en termes d'observance, en termes de limitation finalement du gaspillage, hein, parce qu'on a montré qu'effectivement, vu le prix des médicaments, si c'est effectivement, comme tu as dit Catherine, 3 gélules pour qu'on arrive à les... Bon, c'est tout simplement se demander comment effectivement l'assurance maladie ne prend pas en compte ces événements-là. Et l'autre aspect qu'il faudra peut-être qu'on discute dans l'après-midi, c'est les éléments de communication que nous devons, les outils hein, qui seront mis à notre disposition pour communiquer entre la ville et l'hôpital. Florian l'a très bien dit, donnez-nous les outils, puis on fait, quoi. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, donc je vais laisser la parole peut-être progressivement pour essayer de voir s'il y a des solutions à apporter, qu'est-ce qui pourrait être fait. Et alors oui, je voulais quand même intervenir sur le fait que il y a 3 jours à l'Assemblée nationale une intervention d'une députée parlementaire du sud de la France, qui est médecin, qui était très en faveur à la pharmacie clinique. Hein, donc ça a été porté jusqu'à l'Assemblée nationale, où effectivement il a été clairement rapporté du coup que les pharmaciens hospitaliers, officinaux, et ça a été dit par la ministre, ça a été dit par Olivier Véran, ça a été dit par Delphine Bagary, la parlementaire en question, que les pharmaciens peuvent répondre à l'article 35 du PLFSS, c'est-à-dire aux expérimentations. Et dans le cadre de ces expérimentations-là, et c'est aussi un peu le but de la journée, la SFPC pilote une coordination pour piloter des expérimentations l'année prochaine dans le cadre de cet article 35. Coordination avec la Société française de pharmacie oncologique pour ce qui est le versant oncologie. Mais également, on a planifié des actions en chirurgie ou en gériatrie. Et là, on va le faire avec toute la communauté pharmaceutique française, bien sûr. Alors, il y aura la SFPO, mais il y a aussi l'Ordre des pharmaciens. Il y aura aussi la Conférence des pharmaciens de CHU. Il y aura aussi le Collège des pharmacies, l'Officine des pharmacies hospitalières. Et, qui j'oublie, l'Association nationale des enseignants en pharmacie clinique. Et évidemment, je vais très rapidement me rapprocher aussi de la Société française de gériatrie, puisque on est en train de développer des actions en commun, et je pense que ça va être intéressant de travailler avec eux. Et comme Floriane et Florian, d'ailleurs, c'est les Flo, ont tous les deux travaillé sur les intégrations de pharmaciens dans les équipes mobiles de gériatrie, vous voyez que ça a un impact, ça apporte du plus, et ça fera partie des expérimentations. Voilà, donc l'idée aujourd'hui ici, c'est peut-être qu'on ait une remontée sur qu'est-ce qu'on va pouvoir préciser dans ces expérimentations, qu'est-ce qu'il faut qu'on demande. C'est moi qui commence. Si je devais... comment dire, pour essayer de valoriser, je pense qu'il y a une chose qui, à mon sens, manque vraiment en France. Ce sont les études médico-économiques réellement faites par des économistes. Et je pense qu'on manque d'économistes de la santé qui font des études sur le tissu français, avec les remboursements qu'on a en France, qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Angleterre, de l'Allemagne ou des autres pays d'Europe. À mon sens, si on veut montrer l'utilité économique et donc obtenir les crédits pour les activités pharmaceutiques, il faut en passer par là. Alors je pense que ce que tu as montré ce matin sur l'efficacité clinique, c'est déjà énorme, que tous les appels à projets, ils sont parfaits. Mais si tu veux convaincre le payeur qui est à ma gauche, et je n'ai pas encore discuté avec eux, à mon avis, il va falloir arriver avec des choses un peu
si tu veux, solide. Et moi, je déplore ça. Alors, pas que dans le domaine de la pharmacie clinique, mais régulièrement, on reçoit à l'Omédite des industriels qui viennent nous expliquer que leurs produits sont mieux, moins chers, moins coûtants, plus ci, moins cela. Et je leur fais l'étude médico-éco, elle est où? Là, il te répond, elle a été faite en Angleterre, mais c'est sûr, la méta-analyse. Je fais non, soyons sérieux. Donc, allons chercher des économistes de la santé et déposons des modèles et montrons qu'effectivement, tout ce qui a été montré aujourd'hui, moi j'en suis persuadée, hein, mais que ça a fait qu'il y a moins de hospitalisation, que ça coûte moins cher à la Sécu, qu'effectivement il y a moins de gélules jetées à la poubelle, que tout ça. Mais tant qu'on le montre, enfin à mon avis, il faut le montrer en mode sonnant et trébuchant. Après, les appels à projets, bien sûr, mais c'est toujours un peu parcellaire. Voilà, c'est juste mon avis. Oui, alors je vais dans votre sens aussi, et c'est vrai que dans le cadre du... Alors, bon, moi, je suis référente régionale encore quelques semaines du programme de retour à domicile, donc dans le cadre, donc le Prado, et c'est vrai que je pense que c'est dans ce cadre-là que j'ai été sollicitée. Je suis référente médicale. Alors, c'est vrai que pour le Prado, par exemple, on a développé au niveau national d'abord le Prado maternité, le Prado chirurgie, les Prados médicaux, et on va expérimenter maintenant. On a 5 sites expérimentant le Prado personnes âgées dans la région. Voilà. C'est vrai qu'à ce jour, alors qu'on sait que dans les pays nordiques, on a déjà fait des évaluations sur la diminution de la morbidité, de la mortalité, des réhospitalisations, des patients qui ont été pris en charge par des navigateurs, etc., par un accompagnement pour le retour et une coordination des soins. À ce jour, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Toutes les évaluations qui sont faites au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie donnent des frémissements de résultats positifs, c'est sûr, mais on n'a pas encore des éléments qui soient complètement significatifs, qui soient vraiment, qu'on puisse poser sur la table en disant oui, c'est sûr, on a fait ça, et en particulier parce que sur la réhospitalisation, les prados médicaux et la réhospitalisation, puisque les prados cherchent à diminuer, à accompagner la diminution de la durée moyenne de séjour, c'est plus politiquement correct de dire ça que de dire diminuer la durée moyenne de séjour, ça sert à éviter le recours aux soins de suite, puisqu'on sait que c'est particulièrement coûteux et que donc c'est moins cher de faire la convalescence ou voire la rééducation à la maison, et puis ça sert à éviter la réhospitalisation. Et là, on a développé 3 programmes, lycée, la BPCO et les personnes âgées, et c'est là-dessus où on a le plus de mal à accompagner ces sorties, où ça balbutie, ça fonctionne bien dans 3 départements PACA, mais le reste, donc sur le Var, sur les Alpes-Maritimes et sur le Vaucluse, c'est déjà pas mal. Les autres départements sont un peu plus en difficulté. Et alors, c'est vrai que c'est compliqué ça. Il y a dans le Prado, on a quand même au niveau de la BPCO l'intervention du pharmacien. C'est la première, alors les pharmaciens souhaitaient vraiment participer, il y a eu une ouverture. Et là où je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, c'est avec les personnes âgées, où là on est dans l'expérimentation, où il y a vraiment des points d'appel sur la polymédication, les interactions médicamenteuses, la fiche de conciliation, et où on se dit que comme on expérimente, on peut travailler, on peut proposer, on peut innover. Voilà. Mais après, je ne vous donnerai pas de sous. Hein. Voilà, c'est pas moi qui vais vous les donner. Les sous. Non, non, mais je le dis clairement parce que on va expérimenter. Moi, assurance maladie, médecin référent, régional, je vais pas vous dire on va faire ça, puis comme ça, je vais vous obtenir. Non. La seule chose le seul élément qui soit valorisé, c'est dans le Prado personnes âgées qui est expérimenté sur l'est du Var, où c'est un Prado qui fonctionne avec le PAERPA, c'est-à-dire des adultes en risque de perte d'autonomie, les personnes âgées en risque de perte d'autonomie. À force de dire PAERPA, on ne sait plus ce que ça veut dire. Et là, avec la commission territoriale d'appui, il y a un financement par l'assurance maladie de 100 € qu'il faut se partager entre 3 intervenants libéraux. C'est le médecin traitant forcément, le pharmacien ou l'infirmier et le kiné, ou le pharmacien et l'infirmier, enfin voilà. Donc c'est à l'heure actuelle, moi, à ma connaissance, c'est la seule rémunération qu'on ait. Et par contre, on peut innover, je pense qu'il faut se lancer,
Et puis après, une fois qu'on y sera, j'ai bien aimé la formulation de tout à l'heure. Hein, voilà. Et après, on commencera. Voilà. Et on a déjà eu des contacts. Moi, j'ai eu des contacts avec l'URPS Pharmacie sur ce sujet. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on sait que dans les fiches comment dirais-je, dans les grilles d'éligibilité pour le Prado personnes âgées, on nous dit, quand il y a un cancer ou quand il y a une polymédication, alors vraiment, ça fait partie des patients qui doivent être éligibles, qui sont éligibles à une coordination des soins. Et là, voilà, on peut innover. Donc moi, innovons, voilà. Au-delà des études effectivement économiques qui démontrent l'utilité des pharmaciens, on peut aussi s'appuyer sur des choses qui marchent déjà. C'est pas la peine de venir réinventer l'eau tiède tous les matins pour se laver. On sait qu'il y a des expériences qui fonctionnent. Il faut s'en inspirer, mais il faut que ceux qui ont des expériences qui fonctionnent veuillent bien les communiquer aussi. Ils se gardent pas ça comme leur bébé et se réservent leurs propriétés, surtout pour pas qu'on me copie. J'ai pas envie que quelqu'un en bénéficie plus que moi. Donc il faut partager. Sur l'élément de communication, ville-hôpital, je crois avoir vu passer une info de l'ordre des pharmaciens qui s'intitule Comment activer votre messagerie sécurisée. Donc visiblement, on aurait tous une messagerie sécurisée, il faut s'en servir. C'est pareil, il ne faut pas réinventer des systèmes. On a le dossier pharmaceutique, même s'il n'est pas très déployé à l'hôpital. Enfin, chez moi, il n'est pas déployé encore. On a des outils. Alors bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Mais il faut s'efforcer de communiquer sur ce qu'on fait et avec les collègues. Alors moi, ce que je pense, pour rebondir à ce que vous disiez sur les évaluations médico-économiques, je pense qu'il faut peut-être pas faire attention et pas réduire le rôle du pharmacien uniquement en termes d'économie. Alors effectivement, ce que je veux, c'était très important, hein, évidemment, ces évaluations médico-économiques, mais comme on a vu au travers de certaines interventions, quelquefois on est amené à rajouter des médicaments parce que justement on n'a pas pris suffisamment en charge. Donc on est plus, à mon avis, sur la sécurisation, la qualité, la survie du patient. Voilà, donc c'était une petite réflexion que j'avais. Je pense aussi qu'on est en train de passer au-delà de l'expérimentation. On voit quand même que ça pousse fort quand même du côté de tous les pharmaciens. On a fait nos expérimentations. Maintenant, on en est plutôt au stade d'harmoniser ce qu'on fait, puisqu'on voit qu'effectivement, même si chacun fait son expérimentation dans son centre, on en arrive un peu tous à la même conclusion. Et là, maintenant, c'est aussi le rôle des sociétés savantes, hein, je pense, d'éditer des guides de recommandations pour voir effectivement comment on harmonise ces pratiques, parce que c'est une bonne pratique, ces consultations pharmaceutiques. Donc voilà, on est au-delà de cette expérimentation. Maintenant, on voudrait vraiment passer au stade supérieur. Comment on fait pour vraiment rendre obligatoire, entre guillemets, ce parcours avec le rôle du pharmacien, parce qu'on a vraiment un rôle, et je pense que toutes les interventions qui ont été faites l'ont vraiment montré. Alors, bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas de solution aujourd'hui, mais je pense que peut-être qu'on arrive un peu tard et qu'on sait qu'aujourd'hui les caisses sont un peu vides, mais il faut vraiment qu'on puisse peut-être, alors avec la réflexion de la tarification au parcours, cette tarification à l'acte du soin pharmaceutique, il faut qu'on arrive vraiment à pouvoir valoriser ces actions qui sont en train de se mettre en place, alors qui reposent sur des pharmaciens pleins de bonne volonté, mais qui s'épuisent au niveau de leurs établissements. Voilà, donc effectivement, j'ai pas la solution, mais on attend beaucoup de vous aussi.
Je voudrais juste répondre sur médico-éco parce que je pense qu'on ne s'est pas compris. Je ne parlais pas du tout d'économie. Je parlais bien d'études médico-économiques. Et l'étude médico-économique, elle comprend la qualité des soins et surtout la satisfaction du patient. Donc, c'est plus ça qui nous manque. Ce sont ces réelles études complètes, complexes, qui prennent en compte la survie, la qualité de vie et la satisfaction patient et qui pourraient prouver plus, à mon sens, qu'un simple calcul économique, effectivement, que l'intérêt du pharmacien est vraiment primordial. Donc, ne me ramenez pas à ça, s'il vous plaît. Il y a une question dans la salle? Tout à fait d'accord avec vous, hein. Notamment au niveau des études médico-économiques, au niveau du référentiel d'évaluation. En fait, ce qui me désole un petit peu, c'est qu'on parle toujours du patient, mais on ne parle jamais de l'individu. Or, l'individu, il a une famille, donc il y a des aidants, il y a des personnes qui vont s'absenter, qui vont arrêter de travailler. Ça a un coût économique. Un coût économique qui va permettre, qui va entraîner des coûts pour la société en matière de paiement, d'allocation, etc. Or, dans le référentiel d'évaluation au niveau des études médico-économiques, cette question, on parle toujours cloisonnement santé, alors que dans la réalité, on devrait parler territoire, on devrait parler écosystème. Et à ce niveau-là, ce serait beaucoup plus pertinent et mettre toutes les parties prenantes autour de la table, pas seulement la caisse d'assurance maladie, mais également tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, là, je pense que effectivement, on pourrait voir qu'il y a des coûts cachés qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on croit aujourd'hui. Et à ce niveau-là, il y aurait donc des mesures qui seraient... en fait, on aurait un véritable diagnostic de l'impact de mettre en œuvre, alors le pharmacien, mais également les médecins, piliers, etc. Enfin, voilà, tous les acteurs, et également les associations de territoire qui travaillent aussi sur l'orientation, sur l'accès aux soins, etc. Donc il faut vraiment avoir une approche différente. Alors moi, je dirais que aujourd'hui, les présentations ont montré qu'il y avait déjà plusieurs expériences qui étaient menées en France. Et ces expériences, elles nous laissent penser que des actions coordonnées de pharmacie clinique portées dans un lien structurant ville-hôpital par les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens de ville, en lien avec les autres acteurs du soin primaire, eh bien, ces expériences, elles conduisaient à une meilleure observance des patients et à une meilleure dose-intensité, ce qui veut dire forcément une corrélation à l'efficacité. Ça, c'est la première chose. Ça a déjà été démontré et ça a été dit ce matin. Pour que ces expériences ne restent pas localisées, elles sont en ce moment en cours d'évaluation, y compris médico-économique, à travers des PREPS nationaux que nous sommes nombreux à porter et qui doivent réunir pas moins d'une cinquantaine de centres au total si on réunit tout ce que j'ai noté dans la journée. C'est quelque chose de considérable et je pense que nous pouvons être fiers de notre implication dans ces évaluations. Nos expériences ont montré qu'il faut agir vite et de façon coordonnée. Les meilleures actions, elles doivent être conduites dès les premiers mois du traitement et en pluridisciplinarité. Il y a de la place pour tout le monde. Nous pouvons prendre appui sur les travaux des infirmières de coordination, etc. Mais surtout, ne pas oublier que le pharmacien est l'expert du médicament et que c'est lui qui est capable de faire un plan de prise, de travailler sur l'observance, de parler des médicaments symptomatiques, des effets indésirables et de prévenir, gérer les interactions médicamenteuses. Tout cela, nous devons également le mettre en comparaison avec ce qui est publié dans les autres pays. Il y a déjà des publications internationales qui montrent l'efficience des suivis des patients. Nous avons déjà en France des études multicentriques
qui travaille sur ces critères avec des vrais critères médico-économiques, comme on l'entend tous, avec des coûts directs, des coûts indirects et du QALY, et bien sûr de la satisfaction patient. On a quand même déjà beaucoup avancé. Je pense que nous sommes tous de très très bonne volonté et que bien sûr nous allons continuer à développer ces expérimentations. Mais enfin, les présentations aujourd'hui, elles ont quand même montré que nous manquons d'outils et de moyens. C'est-à-dire que très franchement, vu toutes les expériences qu'on a évoquées aujourd'hui, il devrait y avoir des propositions nationales qui prennent appui sur ces expériences régionales, avec des recommandations qui ne sont peut-être pas que l'apanage des sociétés savantes, mais d'autres instances et d'autres autorités de santé, et des autorités de santé, puisque on démontre qu'il y a une meilleure observance, une meilleure dose d'intensité, puisque pour suivre un patient pendant 1 an sous anticancéraux oraux, eh bien, il faut le coût que représente 1 jour ou 2 de prise d'anticancéraux oral. Je pense encore une fois, comme je l'ai dit, que tout ça engage la responsabilité collective de l'ensemble des acteurs et que la résolution de ces problèmes-là, elle est maintenant urgente. Régine et Jean-Baptiste l'ont dit, il faudrait quand même s'appuyer sur ce qui existe déjà et le partager. Mais ça aussi, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de mettre à disposition des centres, des outils que nous n'avons pas les moyens d'utiliser. Il ne sert à rien de demander, de mettre à disposition des outils aux pharmaciens de ville s'il n'a pas le temps de faire. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de moyens et que nous avons déjà beaucoup fait pour l'évaluation. Nous allons continuer, bien sûr, mais le temps passe et les voisins publient. Je pense par exemple à nos collègues espagnols qui prennent une avance considérable en pharmacie clinique, notamment cancérologique. Et j'aimerais que les choses avancent beaucoup plus vite chez nous. Là. Merci. Donc sur les points de financement, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la consultation de primo-prescription, elle est prise en charge en pluridisciplinaire et on peut y trouver notre compte. Par contre, ce que tes travaux, toute l'après-midi, mais surtout les tiens et ceux que j'ai présentés, montrent quand même qu'on a une nécessité absolue de faire un accompagnement hospitalier au moins les 5-6 premiers mois. On a bien vu que c'était là que se produisaient finalement tous les faits. Et ce qui nous manque en fait à l'hôpital, c'est le financement des consultations suivantes. C'est pas que la primo, il faut un suivi. Si on n'a pas de suivi dans le temps, ça marchera pas. Donc si on nous entend, on a besoin non pas que de la primo prescription. C'est pas là que tout se joue. Ça se joue là, mais ça se joue pas que là. Ça se joue au mois 1, au mois 2, au mois 3, jusqu'au mois 5. Et effectivement, il faut prévoir ça à l'hôpital et il faut prévoir, comme tu l'as très bien présenté dans le drop, l'accompagnement en ville derrière. Alors l'accompagnement en ville, c'est vrai que l'INCa a fait passer déjà dans la convention dans la future révision de la convention pharmaceutique en ville, il est prévu des entretiens pharmaceutiques oncologie qu'il va falloir modéliser de toute façon. Donc je pense que d'ici 1 an, ils pourront être financés en ville. Le problème, c'est que la ville avance finalement beaucoup plus vite et je voulais insister sur le fait que on a parlé toute la matinée, je pense qu'on était tous d'accord sur le rôle pharmacien hospitalier, pharmacien de ville, sur le rôle de la continuité. Moi, j'utilise ce mot, donc la continuité pharmaceutique. Si l'un des deux n'est pas prêt, ça ne marchera pas. Il faut que les deux soient prêts. Il faut faire avancer la ville et avancer l'hôpital en même temps sur des processus qui sont communs, avec des niveaux, avec des compétences qui sont peut-être différentes, mais qui vont s'accompagner et qui vont s'enrichir mutuellement. Donc, il nous manque des financements à l'hôpital pour accompagner ces consultations. De même que le financement des pharmaciens dans les équipes mobiles de gériatrie, ça a aussi un coût. C'est des actions volontaires de la part des PUI, mais on montre un intérêt clair, mais il peut pas continuer à expérimenter comme ça très longtemps, quoi. Bon, il faut que ça passe dans le droit commun. Je rajouterais qu'il faut bien avoir conscience que c'est sûr, la primo-consultation et son financement tripartite, c'est sûr, les programmes d'éducation thérapeutique ont été des vrais socles pour qu'on puisse démarrer ces activités, mais sachez que ces programmes-là, que ce soit la primo-consultation ou l'éducation thérapeutique, c'est loin de financer notre investissement en temps et en heures
Quand on voit un patient pendant 1 heure, on a préparé l'entretien avant, on a appelé le pharmacien de ville, etc. Et derrière, on continue l'évaluation, l'enregistrement des données, etc. Donc tout ça, effectivement, ça a un coût. Alors moi, c'est plutôt l'assurance maladie. Donc je pense que vous avez compris qu'il y avait quand même beaucoup de centres dont les pharmaciens s'investissaient au service de leurs patients, qui ne comptaient pas leurs heures ni leur travail, peu importe. Ça, c'est du blabla. Nous, ce qu'on aimerait derrière, c'est que vous nous donniez accès à votre base de données, qui est quand même la base de données qui est demandée par tous les assureurs au monde, qui est la base la plus complète des données, et nous, derrière, qu'on puisse en sortir les réhospitalisations, le passage aux urgences, la consommation de soins, pour que derrière, on puisse vous prouver par des valeurs chiffrées qu'on est capable de diminuer les dépenses d'un côté et que d'autre côté, on va devoir les augmenter pour pouvoir les diminuer pour la société. Mais clairement, on sait que nous, et j'en ai discuté avec Mme Riofol, on a un externe qui fait ça, c'est pas efficient, c'est chronophage. On a besoin d'avoir des données chiffrées avec un accès assez facile pour aller au bout justement des démarches qu'on a mis en place dans nos différents établissements. Et là, je pense qu'on a réellement besoin de vous pour nous aider à aller jusqu'au bout. Il n'y a qu'à demander à Patrick Lévy, il le fait gentiment tout ça. Oui, alors je pense qu'on va y arriver, hein, parce que ces bases de données, elles sont maintenant, on n'en a plus, on va dire, une propriété complètement figée et que petit à petit, les choses évoluent. Moi, je comprends bien votre demande, hein. Je comprends d'ailleurs ce que dit la collègue, et je pense que c'est général. Quand on veut que quelque chose marche, il faut un investissement monstrueux, même au niveau de l'assurance maladie. Les gens qui essaient de faire évoluer les choses ne sont pas rémunérés autant qu'ils y passent. On est tous pareils, quoi, hein. Voilà. Et pour les données, les bases de données, oui, elles commencent à s'ouvrir maintenant. On n'en a plus une propriété. C'est la dernière loi, une des dernières lois de santé qui a fait ça. Donc ça va arriver. Mais c'est vrai que par exemple, dans le design des projets de recherche, moi qui étais au jury du PREPS, j'ai bien vu que quand on mentionne la base SNIRAM comme recueil de données, on a quand même déjà des craintes des reviewers qui disent mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous avez beau le mettre, vous avez beau l'écrire, mais vous n'y arriverez pas. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même un frein à l'évolution et à la recherche. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Bonjour, Fabien Stick. Je travaille pour une start-up, je suis cofondateur d'une start-up qui, quand je suis venu ici, j'en étais pas sûr, mais c'est clair, peut apporter une solution à l'ensemble des professionnels qui sont là en termes de suivi du patient et de savoir exactement ce qu'ils prennent. Et j'entends, oui, il faut qu'on innove, oui, allons de l'avant, montons des projets, mais on ne sait pas qui finance. Donc, de notre point de vue, si on monte des projets, est-ce qu'on a une vision claire de qui va financer? Donc comme ça, on peut... Alors, sur des projets d'expérimentation, on peut toujours soit répondre à un projet, un PHRC, un PREPS national. On peut éventuellement répondre à des appels d'offres ou susciter des appels d'offres régionaux sur des thématiques particulières avec un appel d'offres et répondre dessus. Donc si on est motivé, qu'on a des bonnes idées, oui. On peut trouver les sous. Ce qui est dommage dans ce pays, en France, c'est que finalement, on arrive, alors je le dis ouvertement, on arrive à trouver des sous dans la recherche, on fait plein d'expérimentations, et il y a très peu de choses qui passent en droit commun. Et je crois que c'est un problème de notre société. Hein. La pérennisation. La pérennisation pose problème. Voilà. Donc, alors faire des expérimentations, faire de la recherche, c'est plutôt facile, en fait. En fin de compte. Ce qui nous manque derrière, dans notre société, c'est la pérennisation sur des actions de droit commun, où effectivement, peut-être que... alors, on peut nous reprocher de ne pas faire les bonnes études, mais ok. Mais nos tutelles pourraient aussi nous aiguiller sur les bonnes études. Dans ce cas-là, je veux dire, si... Non, mais... Tu fantasmes les tutelles ou pas ? Moi, je me demande aussi si... voilà, on est là tous de bonne volonté. On met en place des organisations, on s'y épuise beaucoup dessus, mais après, il n'y a pas que les sous derrière. Il faut aussi que la volonté, on la fasse passer aux autres. Et que des fois,
on me dit mais pourquoi ça marche chez toi et que ça marche pas ailleurs? Des fois ça marche pas ailleurs parce que ailleurs il n'y a pas eu la volonté de vraiment aller taper à toutes les portes, essayer d'ouvrir. Tu vois, moi, pour mon expérience sur les personnes âgées en ce moment, je fais le lien entre le conseil départemental, c'est pas moi le conseil départemental, moi, je suis assurance maladie, et la DGFiP. Donc, le conseil départemental, il n'écrit pas à la DGFiP. Vous vous rendez compte, vous, le truc? Alors, moi, j'écris à la DGFiP, je vais porter la lettre au conseil départemental, je vais vous signer là. Voilà, moi je signe à côté, la RS signe là. Puis après je vais voir la DGFiP, je dis je vous apporte un courrier, c'est pour le conseil départemental. Il me dit pourquoi c'est vous? Je dis pas s'il n'avait pas le temps. Voilà. Donc je veux dire, il y a aussi des fois, alors je stigmatise pas le conseil départemental, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'ils ont beaucoup de travail aussi, mais ce que je veux dire c'est que nous, on a tous là, on expérimente des choses, on est volontaires, etc. Mais on n'est pas, il faut pas tout mettre sur le dos des financeurs, de l'assurance maladie, de l'État, etc. Il y a aussi des gens comme nous qui sont moins motivés et c'est difficile d'arriver à les traîner avec nous. Il y a clairement des confrères qui n'ont pas envie de faire de pharmacie clinique. Hein. Il y en a que ça fait rêver de faire de la logistique, de l'achat, de la stérilisation, etc. etc. Mais c'est une question que je veux dire. Il y a pas d'effet avec moi. Il y a un moment avec les GHT, on va pouvoir redéployer certaines activités, etc. Et à mon avis, redégager du temps, mais c'est des volontés internes, quoi. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de moyens en plus, mais après, on peut aussi balayer devant notre porte et dire qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Est-ce qu'on veut faire de la pharmacie? Qu'est-ce qu'on croit, quoi? Est-ce qu'on veut une vision d'une pharmacie du 21e siècle? Et à ce compte-là aussi, on se donne les moyens à ce niveau de mutualiser certaines activités, de peut-être en lâcher d'autres. Voilà, je suis d'accord avec ça qu'il y a certainement des choix. Indépendamment, je pense qu'il faut qu'on ait trouvé des financements pérennes en dehors des programmes de recherche, etc. Est-ce que vous avez la notion du nombre d'établissements CREF dans cette région? Parce qu'il y a un moment, moi j'aimerais bien quand même que vous remettiez les pieds sur terre tous. En PACA, les établissements publics, ils sont en dépôt de bilan ou pas loin. Alors, moi j'entends, et je suis pharmacien, et j'étais encore sur le terrain il n'y a pas longtemps, donc surtout n'imaginez pas que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais quand vous rêvez de financement hospitalier, je pense qu'au moins pour PACA, qui est une région que je connais, vous rêvez. Parce que le problème actuellement, c'est de savoir si l'hôpital X, que je ne nommerai pas, va changer ses alarmes incendie, ou si on va fermer l'hôpital parce que la commission de sécurité va passer. Non. Je pense qu'on peut pas finir cette soirée sur les financements, et notamment les financements de l'hôpital et de l'hôpital public, sans au moins aborder ce problème-là. Alors, que les choses aient été mal faites, c'est certain, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, la situation, elle est plus que tendue. Donc, même si le GHT et le discours ambiant, c'est mutualisons, jetons tout, envoyons tout le dispositif logistique aux logisticiens, rendons tout au laboratoire, il ne faut pas vous imaginer que ça financera de la pharmacie clinique. Ça remplacera les alarmes. Donc, moi, j'attire votre attention là-dessus. En tant que pharmacien, si j'ai une chose à vous dire, ne lâchez rien. Et tant qu'on a le cul assis sur ces médicaments, on sait où on est. Voilà. On dit pas qu'il faut lâcher. On dit qu'il y en a qui veulent pas. Il y en a pas envie. Et puis après, il y a un deuxième problème. Il y a ceux qui osent pas faire de la. Non, mais il y en a qui osent pas. Et c'est vrai qu'il faut oser pour aller faire de la pharmacie clinique, aller s'imposer dans un service de soins où on n'est pas forcément accueilli parce que on a l'image du flic, du censeur, du radin, etc., etc. Donc il faut oser. Il faut remballer sa fierté et il faut apprendre la culture des autres parce que c'est pas la même que la nôtre. Je pense oui, il faut être positif et je pense aussi, je vais donner une note positive. Toutes les études internationales montrent que en moyenne, lorsqu'on investit sur un pharmacien de 1 euro, on en gagne 2. D'accord ? Voire même des fois beaucoup plus. Donc, si nos établissements sont effectivement en déficit, il faut peut-être des fois savoir, non pas couper la vanne, mais l'ouvrir un tout petit peu plus
pour que effectivement ça puisse fonctionner. Donc c'est des modèles. Alors effectivement, mais alors le problème, c'est que on a un tel cloisonnement des caisses et des financements entre la ville, l'hôpital, comme l'a dit Muriel ce matin, ce qui est en ville, c'est en ville, ce qui est à l'hôpital, c'est à l'hôpital. Et on est en train de parler à parcours. Moi, je pense que le financement en parcours va nous être favorable parce que c'est sur les parcours qu'on peut faire gagner des choses. Quand notre directeur nous dit mais moi tu me coûtes plus que ce que tu me rapportes parce que finalement ton bénéfice il sort dehors, oui ok, il sortira dehors, mais du coup sur le parcours je pense qu'on sera plus facilement écouté, enfin en tout cas plus facilement recherché dans la mesure où on pourra démontrer, comme c'est le cas là, c'est bien les parcours qu'on est en train de modifier finalement. Hein, et c'est c'est là-dessus qu'on va gagner les 2 €. C'est pas sur notre établissement ou voilà. Montrer votre plus-value sur la sortie hospitalière, c'est une évidence. L'hôpital, enfin, il faut bien réaliser quand même que l'hôpital tel qu'on l'a connu, en tout cas que moi je l'ai connu quand je suis rentrée dans ce métier il y a très longtemps, il est amené à disparaître. Donc l'hôpital doit plus que s'ouvrir vers la ville, et votre rôle, enfin si vous voulez, d'abord tout le monde l'a dit, c'est le dialogue avec la ville, mais c'est le dialogue de plus en plus à l'extérieur et en bordure extérieure. Donc si on doit moi il me semble que si vous voulez montrer l'efficience du pharmacien, tout ce qui a été discuté, et on en est tous d'accord, c'est sur ce morceau-là que ça va se faire. Et pas sur les budgets hospitaliers, ils n'ont pas les moyens. Enfin, c'est juste ça que je voulais dire. C'est qu'il faut trouver effectivement les financements sur le parcours de soins, sur la sortie, prouver qu'effectivement, le pharmacien sur la sortie du patient, il va faire gagner beaucoup d'argent à la société. Mais ça, moi, j'en suis persuadée. Mais chiffrez-le. C'est juste ça. Alors, quand vous avez commencé à le chiffrer, c'est bien, mais il faudrait arriver à avoir un modèle, à mon sens, bien plus puissant pour que ça devienne la règle. Et que dans un établissement, il y ait forcément un pharmacien organisateur de la sortie, par exemple, tu vois. Moi, c'est un discours qu'on porte, c'est un discours que l'Omedit porte systématiquement au niveau de l'ARS, en disant, si vous devez expérimenter quelque chose, et qu'on discute régulièrement avec l'assurance maladie en leur disant, si on organisait la sortie, si les pharmaciens organisaient le circuit de sortie des produits de santé et pas que de l'onco, vous verriez comme ça marcherait mieux. Et notamment, vous avez un levier important qui s'appelle le PHMEV. Tiens, si vous voulez discuter là, hein, vous avez des endroits où vous pouvez aller discuter. Hein. Voilà, c'est juste ça que je dis. Mais pas uniquement. Mais bien sûr. Et pas uniquement les génériques et les biosimilaires. Je suis pas... Vous m'avez entendu une seule fois dire ça? Non, mais moi je veux le dire parce que quand j'entends on va faire gagner de l'argent sur la sortie, il y a souvent une idée qui vient, c'est on va prescrire des produits moins chers. Mais c'est pas uniquement ça. Mais j'ai pas dit que vous l'aviez dit, madame. Vous voulez prendre la parole? Oui, juste deux ou trois remarques. D'abord, pour répondre sur les bases de données de l'assurance maladie, effectivement, elles s'ouvrent à l'extérieur. Hein. Mais bon, ce qu'il faut savoir, et nous, on est tout à fait prêts à collaborer avec vous sur des enquêtes particulières, sous réserve de moyens humains. Hein. Tout le monde a des problèmes de moyens humains. Et puis, aussi, il ne faut pas oublier que c'est des bases nominatives, et donc on ne peut pas les donner à tout le monde, avec des noms, des prénoms de patients, voilà. Donc, sur le non nominatif, oui, mais sur le nominatif, ça devient plus compliqué. Dans la mesure où ça rentre dans un cadre d'un projet de recherche financé, CNIL, CPP et compagnie, voilà. Ben, je viendrai vous voir dans pas longtemps. Et on l'a déjà fait. Après, c'est une question de moyens, après, hein, de moyens humains, voilà, parce que... Et ensuite, donc, pour le débat d'aujourd'hui, je crois qu'il faut distinguer deux choses, là, effectivement, au niveau de l'hôpital. Après, il y a financement, oui, mais bon, c'est pas nous ne sommes pas décideurs de tel ou tel financement dans ces consultations pharmaceutiques, hein, qui sont, à mon avis, donc très, très intéressantes. Après, je ne veux pas être rabat-joie, je vais vous parler de la ville juste 2 minutes. Hein. Vous savez que les pharmaciens d'officine en ville, conventionnellement, font des entretiens pharmaceutiques, qui ont commencé par les anticoagulants, les anti-asthmatiques. Et alors, pour différentes raisons, si vous regardez les données du nombre d'entretiens qui sont réalisés dans les officines de ville, c'est portion congrue. Voilà. Ils sont très faibles. Voilà. Conventionnellement, ils sont rémunérés pour faire ces entretiens. Alors, il y a différents facteurs que, s'il y a des pharmaciens d'officine, ils peuvent expliquer, mais ces entretiens d'officine, à l'heure actuelle, qui sont réalisés
conventionnellement et rémunérés, eh ben, ils sont très faibles. Tout à fait. Bon, plusieurs... Après, il y a plusieurs facteurs. On peut les donner, mais bon, si vous voulez les donner, donnez-les. Non, plusieurs facteurs ont été mis en avant pour expliquer le non-succès, ou en tout cas le non-démarrage de ces entretiens. L'un d'eux était les retards de paiement de l'assurance maladie, où c'était payé un an après. Je pense sérieusement, qu'ils ont... Avant de dire qu'il n'est pas payé un an après, faisons-les d'abord. Oui. Non, mais vous savez que c'est une entreprise que nous, à l'hôpital, nous faisions d'abord et bon, c'est pas grave, mais eux, il faut qu'ils vivent comme tout libéral, et donc je pense que c'est plus compliqué pour eux. Par contre, je trouve dommage que la profession pharmaceutique n'ait pas de lettres, enfin d'actes, comme les médecins ou comme les autres professionnels de santé, qu'on n'ait pas d'actes professionnels. Alors, je compte bien, puisque j'ai eu la chance d'être reçu par le cabinet du ministre au début novembre, et j'y ai demandé effectivement, et l'année prochaine, la Société française de pharmacie clinique va officiellement déposer des actes à la HAS. D'ailleurs, il y a une réunion fin janvier de la HAS à ce sujet, où je serai. Et vraiment, je pense que la profession pharmaceutique doit commencer à officiellement demander les actes professionnels et pas simplement dans le cadre de conventions. Voilà. Oui, juste pour compléter, mais je suis effectivement convaincue que le pharmacien, ça va passer par le parcours, par l'ambulatoire, ce que disait Madame Bertocchio. Par contre, je suis un petit peu étonnée que finalement les infirmières arrivent presque à se structurer mieux que nous. On parle d'infirmières de coordination, c'est rentré dans le langage courant. Presque elles ont créé ce statut de l'infirmière de coordination, elles ont trouvé leur place très facilement dans tout ce parcours-là, et on dirait que le pharmacien a du mal. Alors soit il n'est pas reconnu, ou on lui laisse pas la place, parce que c'est vrai qu'à un moment donné il y a eu un peu une concurrence avec les infirmières par rapport au rôle, en disant nous on peut faire aussi bien que le pharmacien, sauf qu'elles avaient quand même oublié qu'elles n'ont pas d'études universitaires, et que quand on parle de médicaments, c'est quand même le rôle du pharmacien. Elles sont assez souvent débordées sur les problèmes d'interaction médicamenteuse. Par contre, il faut travailler avec elles, il ne faut absolument pas se couper, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, elles ont l'air de s'organiser mieux que nous. Alors peut-être qu'il y a des choses à prendre de leur côté, comment elles font, voilà. Mais c'est vrai que le pharmacien, en tous les cas, je pense que son rôle va vraiment passer dans le parcours, et son financement aussi. Je suis vraiment convaincue de ça. En tout cas, force est de constater qu'on demande moins de programmes d'évaluation médico-économique au programme infirmier qu'au programme pharmaceutique. Et alors, il y a un point qu'a souligné Olivier Chinot ce matin sur notamment les délégations de tâches, puisqu'effectivement il y a de la pénurie médicale, etc. Il a souligné le fait que les pratiques avancées pour les infirmières étaient importantes, les médecins veulent déléguer certains aspects au corps infirmier en pratique avancée. Certaines de ces délégations pourraient, plutôt que d'aller sur l'infirmier, devraient de manière sécuritaire aller plus sur le pharmacien quand même. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que nous, pharmaciens, finalement, on va avoir le même problème que les médecins, c'est-à-dire le nombre de pharmaciens. Et que nous aussi, nous devons peut-être commencer à travailler sur quelle délégation de tâches confier soit aux infirmières d'ailleurs, soit aux préparateurs en pharmacie, pour que finalement tout ça fasse un équilibre financier raisonnable, qui progressera, mais raisonnable, pour que ça puisse être tenu par les contraintes budgétaires que sont les nôtres actuellement. Voilà. Donc c'est à réfléchir aussi bien. Et ça pose la question aussi de la formation des préparateurs. À quel niveau, quel est le contenu de leurs enseignements, qui enseigne aux préparateurs, est-ce que c'est les écoles, est-ce que c'est l'université, etc. Tout ça, c'est des vraies questions qui se posent pour l'avenir, et voilà. Il
y a aussi le temps de formation, parce que rappelez-vous, on a eu une pénurie d'infirmières il y a 10 ans de ça, peut-être même pas, et on les faisait venir d'Espagne, du Portugal, etc. Et puis ça a été vite réglé, parce qu'une infirmière, c'est 3 ans de formation. Donc ça permet d'ajuster aussi, alors je ne suis pas politique, hein, mais ça permet d'ajuster aussi les besoins de la population. Et puis elles ont un avantage aussi, c'est qu'elles sont au domicile des gens, elles tournent, elles y sont. Et donc c'est la première personne. Alors, quand il y a quelqu'un qui rentre à la maison, c'est vrai que c'est la première personne qu'on mobilise très rapidement pour aller accueillir le patient à domicile. Ça, c'est sûr aussi, hein. Donc elles ont ce rôle qui est facilitant. À la fois, on peut politiquement mobiliser et fabriquer des infirmières. Regardez la pénurie des médecins, on n'arrive pas à la remonter, hein. Donc bon, voilà. Donc je crois que tout ça, ça joue. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bon, donc je permets de conclure la journée, donc qui a été, je pense, très riche. J'espère qu'elle vous a apporté. On a bien vu la volonté des pharmaciens de rentrer dans la pharmacie clinique, de rentrer dans le pluridisciplinaire, de rentrer dans le ville-hôpital, de collaborer entre eux, d'apporter leur contribution à la réponse aux besoins pharmaceutiques des patients. Et je rappelle, les besoins pharmaceutiques, dans ma conception, c'est les besoins en médicaments, c'est notre mission de base, mais c'est les besoins en accompagnement de ces médicaments aussi. C'est le deuxième volet, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas séparer dans notre société le médicament du pharmacien, ou le pharmacien du médicament, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un binôme qui doit être... c'est un binôme, et il existe aussi un trinôme, c'est la relation prescripteur, enfin médecin, médicament pharmacien. Le prescripteur, il prescrit effectivement une thérapeutique, et puis le pharmacien, il applique la thérapeutique. C'est lui qui dispense, c'est lui qui doit accompagner. Ça n'exclut pas l'accompagnement du médecin, ça n'exclut pas qu'il reste le décisionnaire de la stratégie thérapeutique. Ça implique que le pharmacien n'exécute pas sans regarder. C'est évident, et qu'il peut apporter, qu'il peut effectivement prévenir des erreurs ou mettre en évidence des problèmes dans la prise en charge à la connaissance, en tout cas, du prescripteur qui prendra ses décisions. Donc voilà, pour qu'un système marche, je crois qu'il est indispensable d'imaginer que tous les acteurs doivent être présents et que quand il manque un maillon dans la chaîne, ça ne marche pas. Et fort est de constater que ça ne marche pas. Ou alors quand on est là, ça marche mieux. Voilà. Donc c'est un petit message en disant oui, si on met tous les maillons en train de marcher, chacun fonctionne et au final, je pense que les économies, on peut les faire en faisant fonctionner mieux la machine plutôt qu'en essayant de l'arrêter de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup et bon retour. Et alors, merci bien sûr d'être venu. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment très riche. Merci beaucoup.